Imaginez, Paris, dans un quartier chic, un hôtel de luxe. En cuisine, le chef met les petits plats dans les grands pour des clients exigeants. On enlève la suite Prestige. Room service. Bon appétit, monsieur. Ah, si seulement. Nos animaux en rêvent sans doute, mais évidemment, en réalité, leur repas est souvent moins gastronomique. La France compte 7 millions de chiens, 13 millions de chats. 80% d'entre eux sont nourris avec des aliments industriels. Le produit vedette, c'est la croquette. Pratique, économique, facile à doser. Comment les aliments pour chiens et chats sont-ils fabriqués? Cette nourriture industrielle est-elle adaptée à nos animaux? Quelles conséquences sur leur santé? Nous allons vous montrer les petits secrets de la gamelle. En France, une famille sur deux possède un animal de compagnie. Un record en Europe. De quoi aiguiser l'appétit de bien des fabricants et de leurs commerciaux très matinaux. Celle-ci, ouais, je vais la prendre. Et Ouais. ensuite, un Un présentoir, là, celui-là? Oui, celui-ci, on va en prendre qu'un, ça suffira. Ouais, parti. Vas-y, allez. Merci. Il est 5 heures, en région parisienne, dans l'un des plus grands hypermarchés de France. C'est là, hein, je crois. Ouais. En coulisses, Alix et Romain préparent le lancement d'une toute nouvelle marque de croquettes pour chats. En allée centrale, on est bien. Ça y est, vous avez trouvé la palette? Ouais, il était juste Ok, à très l'entrée bien. de la réserve. Ouais. On va le mettre là. Alix, je mets plutôt les poulets ici, c'est ça? Oui. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Je vais mettre les seniors plutôt à ce niveau-là. Et ensuite faire les saumons et les bœufs, d'accord? D'accord. Et puis on pourra remettre du bœuf au-dessus parce que c'est quand même la première référence du marché. Des saveurs variées, mais aussi une déclinaison de paquets ciblant tous les types de chats. Du chaton au chat stérilisé. Des emballages soignés pour se positionner sur un nouveau créneau, le premium, qui se veut le haut de gamme en grande surface. Sur ce segment du premium, c'est un segment qui se développe plutôt de façon forte en supermarché. La raison est très simple, c'est que les possesseurs de chats veulent faire en sorte de donner le meilleur pour leur chat qui est considéré comme un membre à part entière de la famille. Et donc, le meilleur, ça veut dire le meilleur en termes de nutrition et font très, très attention à ça. Vous avez une affichette qui indique le prix? Peut-être on peut, comme ça... Voilà, là, ça tient bien. C'est l'heure de vérité pour ces nouvelles croquettes. Est-ce que vous avez vu la nouvelle marque qui vient d'arriver? Place au numéro des commerciaux. Tous les arguments sont bons pour vendre. Ouais. Vous avez un chat, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises. Argument numéro 1, la composition. Le premier élément qui est extrêmement important, c'est le niveau de protéines qu'il y a dans un produit. En moyenne, il y a 30% de protéines. Sur ce produit, il y a 42% de protéines. Argument numéro 2, le prix. 50% de remise immédiate en caisse. Okay. Et donc, le produit est vendu 3,05 €, le sachet, au lieu de 6,10 €. Sans oublier l'âge du client. Donc, c'est vraiment les croquettes qui sont pour les seniors 7+. Si les commerciaux mettent autant de cœur à l'ouvrage, c'est parce que l'enjeu est colossal. On a fait, 810 000 tonnes de croquettes sont vendues chaque année en France. Et pour la moitié, en grande surface. le saumon ici, ouais. Ici, hein. Le rayon est donc devenu stratégique pour toutes les enseignes. Et ce qu'il faut savoir, c'est le rayon animalerie, c'est le deuxième rayon de l'épicerie. Après les cafés, ça représente 7% de notre chiffre d'affaires. Les propriétaires des animaux donc, dépensent 7 fois plus qu'un client normal. Donc c'est très très important pour nous le rayon animalerie.
Des consommateurs qui dépensent 7 fois plus que les autres. Forcément, les supermarchés tentent de séduire les propriétaires d'animaux avec des linéaires qui ne cessent de s'étendre. L'offre est pléthorique, avec plus d'1 millier de références. Il y a du light, du bio, des saveurs insolites à la truite ou au lapin, et même des produits très étudiés que l'on dirait tout droit sortis d'un cabinet vétérinaire. Les Français consacrent en moyenne par an 800 € pour nourrir leurs chiens, 500 € pour leurs chats. Comment font les marques pour faire passer les maîtres toujours plus à la caisse alors qu'ils ne goûteront jamais le produit? Tout se joue sur le paquet, où les fabricants vendent de la vitalité et des produits sains. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est tout ce qui est nature, comme Ultima ici, avec le légume brut, le poisson brut. Donc on puise dans la nature des aliments qui vont être bons pour l'animal. Donc on a besoin d'être réassuré par tous ces éléments-là. Alors, on a ici une petite recette de canard à l'orange. Il est tout juste sorti du four avec les rondelles d'orange, un peu de brocoli, les légumes. Donc là, on offre à son animal aussi du plaisir. Il n'y a pas que moi qui me fait des petits plats, mais l'animal a droit aussi. Bon, tout ça étant des croquettes, quand même. Est-ce qu'en affichant des ingrédients qui semblent naturels, les fabricants détournent l'attention des consommateurs? Il y a toujours un petit peu ce côté un peu coupable de donner une nourriture industrielle à son animal. Donc je dirais pas que les industriels détournent l'attention. Les consommateurs ont envie que leur attention soit détournée parce que ça les rassure et ça légitime ce mode d'alimentation. Des paquets tous différents. Mais ce que l'on sait moins, c'est que derrière ces marques, 2 grands groupes se partagent la gamelle. 2 géants, déjà mondialement connus pour l'alimentation humaine. D'un côté le Suisse, Nestlé. De l'autre, l'américain Mars. À eux deux, ils produisent une quinzaine de marques différentes que vous avez sans doute rencontrées lors de vos achats. L'an dernier en France, le chiffre d'affaires du secteur a atteint 3,4 milliards d'euros. Une industrie très puissante qui n'ouvre pas facilement ses portes. Le groupe Nestlé n'a pas donné suite à nos demandes de tournage. Mais son concurrent, Mars, a exceptionnellement accepté de nous ouvrir les portes de l'une de ses usines dans le sud de la France. À 30 km de Nîmes, voici l'usine historique de fabrication des croquettes Royal Canin. Le directeur industriel nous reçoit en personne. Il est très fier de nous présenter son laboratoire high-tech. La croquette est ici une affaire sérieuse. Avant leur commercialisation, les produits subissent une batterie de tests, dont un qui se joue au millimètre. Ce coin, donc ça s'appelle un texturomètre, rentre dans la croquette et mesure la force nécessaire pour casser la croquette et simule la préhension de la mâchoire de l'animal. Et pour convaincre, ici on crée même des expressions. C'est la science, nutrition, santé. C'est notre force, c'est notre stratégie, c'est notre mission. C'est servir l'animal pour lui apporter la solution la plus précise en termes de nutrition, santé. Apparemment, le discours est aussi standardisé que la production. 8 chaînes pilotées par ordinateur produisent 26 tonnes de croquettes à l'heure. 15% de toute la production française sort de cette usine. Et monsieur le directeur ne recule devant rien pour nous assurer de la qualité de ces aliments. Pour le contrôle, donc là c'est la 2e heure de production. Très bien. Vous vérifiez tout le temps ce qui sort? Enfin, il y a des échantillons qui sont prélevés constamment? Vous les mangez? Bien sûr. Mais vous les mangez vraiment? Bien sûr. On est sûr de la qualité et de la sécurité alimentaire de nos produits. Nos produits sont absolument consommables. Donc vous les mangez? Très bon. Vous les goûtez? Nous non, merci. Mais il y en a d'autres qui ont été enrôlés pour cela.
Sur le site de l'usine même, Royal Canin s'est doté d'une armée de goûteurs plutôt bruyants. Des chiens de 40 races différentes. Les chiens servent à tester la digestibilité de nos aliments, l'appétence, ce qu'on appelle l'appétence, c'est-à-dire l'attractivité de l'aliment, de la sensation de faim, par exemple. Tout ça, ça peut être mesuré. Chaque nouveauté est soumise à leur palais. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va tester du mini-adulte contre du skincare. Sur le banc d'essai, 2 recettes maison. Barquette rouge, des croquettes vendues chez les vétérinaires censées soigner les maladies de peau. Barquette bleue, des croquettes classiques, disponibles en animalerie. Le but de l'opération, que les chiens choisissent la barquette rouge, thérapeutique. Mais ce jour-là, les chiens sont un peu trop voraces. Difficile de conclure. Vous voyez? Vous voyez quoi? Vous voyez 2 gamelles vides, donc ça veut dire que ils ont tout mangé. Alors, qu'y a-t-il dans ces croquettes apparemment toutes délicieuses? Retour au début de la chaîne de fabrication. Quand on l'interroge sur les ingrédients, le directeur industriel n'a pas vraiment envie de se mouiller. Les différents composants arrivent déjà tout près dans ces camions. Très concrètement, là, il y a quoi? Il y a du bœuf, il y a du poulet, il y a quoi dans... Toutes les matières premières qu'on utilise dans notre fabrication, des protéines animales, des protéines végétales, des liquides, des poudres, tout ce qui rentre dans notre secret de fabrication. Vous pouvez nous montrer? Non. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un circuit fermé. C'est dit avec le sourire, mais nous n'en verrons pas plus. Pas question pour autant de rester sur notre faim. Pour voir des matières premières, nous avons retraversé la France. En Normandie, à 60 km de Caen, cette usine est 20 fois plus petite que Royal Canin. Jean-Charles Duquesne a repris l'usine fondée par ses parents. L'entreprise familiale fabrique des croquettes depuis 10 ans. Donc ici, nous pénétrons dans le frigo. C'est un frigo parce que c'est une température positive, mais encore proche du zéro. On est entre 0 et 4 degrés. Ici, vous avez donc le stock de viande fraîche qui va être utilisé dans les 36-72 heures à venir. Pour vous donner un ordre d'idée de volume, vous avez l'équivalent d'environ 3-4 camions, 3-4 semi-remorques de viande. Dans ces caisses, des sous-produits animaux, c'est-à-dire des restes des abattoirs. Les bas morceaux et les carcasses non consommés par l'homme ne sont pas jetés, mais récupérés par les fabricants. Avec une précaution, aucune bête malade ne doit entrer dans la chaîne. Vous avez par exemple des foies et cœurs de dinde, hein. Donc les petits cœurs de dinde avec le foie qui arrive directement frais. Tout ça, ce sont des viandes que les gens consommaient avant. Hein, les brochettes de cœur de dinde, par exemple, c'était quelque chose qui était assez traditionnel dans les années 80, par exemple, encore. Donc vous avez par exemple une carcasse de poulet blanc ici. Vous avez encore beaucoup de filets. Vous avez les solilès qui restent même, hein, qui sont une partie, et le croupion derrière. Hein. Là-dessus, vous avez 80-90% de viande. Ça pour un chien, un chat? Pour un chat, on est sur une protéine qui est plutôt de bonne qualité, là. Cette marchandise a surtout un intérêt, le prix. 10 fois moins cher que de la viande de boucherie. Mais en fait, cette usine est une exception. Elle est la seule en France à utiliser des restes de viande fraîche. Bon appétit, monsieur. Dans la plupart des croquettes ou des pâtés, ne vous attendez pas à trouver des morceaux de viande.
une toute autre matière première sert d'ingrédient aux grandes marques. Les protéines animales transformées. Sur Internet, on trouve des vidéos des entreprises qui les fabriquent. Les carcasses sont broyées, cuites, séchées, puis réduites en poudre pour obtenir des farines animales. Ce sont ces farines qui entrent dans la composition de la plupart des aliments pour chiens et chats. Nous aurions bien aimé pousser les grilles de ces fournisseurs, mais ils n'aiment pas trop la publicité. Ouvrir les usines pour des images, c'est pas évident. Et puis voilà, il y a une certaine appréhension à ce niveau-là. C'est sûr que c'est pas des beaux steaks qu'on va traiter, c'est des matières que nous on ne mange pas, quoi. C'est des cuves avec des os, des cuves avec des viscères, des cuves avec des plumes. Ça, généralement, on le montre pas. Et tout cela est en fait bien légal. La réglementation autorise les industriels à utiliser aussi les sabots, les cornes, les peaux, les poils, la laine. Pas de muscles, aucun morceau noble. Peut-on encore appeler ça de la viande ? Mais à y regarder de près, la croquette nous réserve d'autres surprises. Retour en Normandie, dans la petite usine de Jean-Charles Duquesne, pour la suite de la recette. Ici, on est sur l'arrivée des céréales. Donc on a différents silos avec différentes céréales qui vont se mélanger avec des vis sans fin. Vous avez bien entendu, des céréales. Donc on a différents silos avec différentes céréales qui vont se mélanger avec des vis sans fin. Ici, on est sur une farine fine avec un mélange de blé, de maïs et de riz. C'est un mélange classique pour faire une croquette. Pourquoi vous rajoutez des céréales On ajoute des céréales dans la croquette pour pouvoir la texturer. C'est pas forcément la céréale qui est importante, c'est l'amidon. L'amidon contenu dans les céréales, les industriels ne savent pas faire sans. Il sert de colle pour agglomérer les ingrédients. C'est donc une pâte qui ressemble un peu à de la pâte à modeler. Donc on a à peu près la moitié de viande et la moitié de céréales. Cette pâte est ensuite cuite à très haute température dans ce grand cylindre, un extrudeur. Donc ici, on a la pâte qui est juste en fin de cuisson et vous avez l'eau qui va se transformer en vapeur et qui expanse la pâte, qui elle va figer instantanément. Et donc c'est là que l'on a vraiment la croquette qui s'expanse et qui se forme. Le couteau qui est juste en face, qui est normalement juste appliqué, c'est lui qui, s'il tourne plus ou moins vite, va faire une croquette qui est plus ou moins grande. Voilà comment ça fonctionne. Après 5 heures de fabrication, on obtient une croquette soufflée et croustillante. Donc voilà la croquette finale. Qui est, ouais, là on est à 80 degrés là. Ah. Les céréales coûtent moins cher que la viande. Alors les fabricants n'hésitent pas à forcer la dose pour baisser leurs coûts. Pourtant, ces céréales posent question. Maïs, riz, blé peuvent développer ce que l'on appelle des mycotoxines. Ce sont des moisissures qui peuvent avoir des conséquences sur la santé de nos animaux. Nous avons voulu savoir si les produits finis, les croquettes, peuvent être contaminés par des mycotoxines. En France, aucun laboratoire n'a accepté notre caméra. Alors nous nous rendons en Belgique. Dans ce laboratoire indépendant. Nous allons faire analyser 8 paquets représentatifs du marché. De l'entrée de gamme premier prix à des croquettes vendues chez un vétérinaire. Mais aussi un paquet Perfect Fit, la toute nouvelle marque lancée en supermarché. Sans oublier des croquettes fabriquées près de Nîmes chez Royal Canin et d'autres dans la petite usine de Normandie.
D'abord, on vérifie que les paquets sont fermés hermétiquement. Il faut s'assurer qu'il n'y a aucune contamination extérieure. C'est bon là, tout est bien fermé. Quand on analyse les mycotoxines, le plus important c'est de broyer tout le contenu du paquet. Comme toutes les autres toxines, elles peuvent être réparties de manière hétérogène dans l'emballage. Nos croquettes vont être passées au peigne fin pendant plusieurs jours. Là, on va faire une extraction et ensuite une analyse chromatographique. Cette machine est très sensible. Elle va révéler s'il existe des mycotoxines dans les échantillons. Contrairement à la nourriture humaine, il n'y a aucune norme stricte à respecter pour les animaux en matière de mycotoxines. La réglementation européenne prévoit simplement des recommandations, c'est-à-dire des valeurs indicatives, sans aucune obligation. Les résultats de nos analyses, nous les avons fait envoyer directement à Annie Leskovitch. Elle est pharmacienne, toxicologue, experte en sécurité alimentaire, incontournable en France sur les mycotoxines depuis plus de 20 ans. Tout ça, ça représente toutes les publications que j'ai faites sur les mycotoxines exclusivement. Au total, ça fait environ 200 publications, plus beaucoup de thèses qui ont été réalisées dans mon laboratoire. Bilan, les paquets analysés contiennent tous des mycotoxines. Mais les taux sont inférieurs aux recommandations. A priori rassurant. Quoique, selon elle, même ces petites doses peuvent affecter la santé de nos animaux, car ils en ingèrent tous les jours. En regardant ces résultats, on voit que pratiquement toutes les croquettes contiennent une des mycotoxines qui s'appelle le déoxynivalénol. Qu'est-ce que c'est comme mycotoxine? Alors c'est une mycotoxine qui se forme au champ, qui peut être responsable de démangeaisons et qui joue surtout sur le système immunitaire. Dans 4 paquets sur 8, nos analyses ont détecté une autre mycotoxine. La zéaralénone. C'est un perturbateur endocrinien. Alors si c'est par exemple une petite femelle qui mange cette croquette, elle va avoir des problèmes de reproduction. Elle va plus se reproduire ou alors elle va avoir des petits mal formés. Ces effets sur la reproduction, notre experte les a déjà étudiés. Il y a quelques années, elle est alertée par des éleveurs de chats nourris avec d'autres croquettes. Ils étaient inquiets déjà parce qu'ils avaient du mal à avoir des petits chatons et souvent quand les chatons naissaient, ils étaient mal formés ou non viables. Et le plus horrible qu'on ait eu à analyser, ce sont ici des petits chats comme ça avec leur intestin qui s'est développé à l'extérieur de leur ventre. Dans la moitié des cas, on retrouve même 2 mycotoxines en même temps, comme dans ce paquet premier prix. Elles peuvent être nocives pour les reins. Du fait qu'il y ait ces 2 mycotoxines, elles ont un effet de synergie, elles s'amplifient l'une l'autre et donc le risque est quand même plus élevé. Donc effectivement, si le système urinaire du rein ne fonctionne plus bien, le chien il va être de plus en plus malade et il risque même éventuellement de mourir. Avec ces analyses, selon notre scientifique, nos croquettes présenteraient un danger potentiel à cause des mycotoxines. Mais ce n'est pas tout. Après les mycotoxines, les céréales posent un deuxième problème. Les glucides. Ces glucides sont libérés par l'amidon contenu dans les céréales. Les industriels ne peuvent pas s'en passer, mais nos animaux domestiques en ont-ils vraiment besoin? Direction la Lorraine, chez cette vétérinaire. Allez, tu viens? Allez, sors. Nos chiens et nos chats sont des carnivores, et cela se voit rien qu'en leur ouvrant la gueule.
Donc un carnivore, ça se reconnaît très facilement déjà par la dentition. Tout est très acéré, très pointu pour bien pouvoir déchiqueter la viande. Les carnivores n'ont absolument pas besoin de glucides dans leur alimentation. Grâce à un procédé qu'on appelle la néoglucogénèse, l'animal va être capable de synthétiser ses propres glucides juste à partir de la viande. Donc il n'a absolument pas besoin de céréales ou d'amidon dans son apport énergétique nutritionnel. Pire, les carnivores, à la différence des herbivores comme les vaches, n'ont pas l'anatomie pour absorber des céréales en grande quantité. Petite leçon de digestion. Alors ce qui va permettre de différencier un carnivore d'un herbivore, c'est la longueur de son tube digestif. Ce qui explique d'ailleurs quand ils sont capables ou non de digérer les fibres végétales. En moyenne, le tube digestif d'un carnivore représente à peu près 3 fois la longueur de son corps. Donc ça c'est pour le chat, ça c'est pour le chien. En revanche, pour l'herbivore, le tube digestif représente en moyenne 30 fois le corps de l'herbivore, c'est-à-dire 10 fois plus que la longueur proportionnellement sur un carnivore. Donc vous voyez, là je peux même pas dérouler la cordelette jusqu'au bout. Donc on comprend tout de suite en voyant cette énorme différence dans la longueur des intestins que le carnivore ne va pas du tout pouvoir digérer à ce moment-là les céréales et la matière végétale correctement par rapport à l'herbivore chez qui ça va rester des heures dans les phases de digestion. En nourrissant nos animaux contre nature, avec beaucoup de glucides, c'est-à-dire du sucre, Monsieur Michel, on y va? Nous risquons de mettre leur santé en danger. Allez, Pompon. Alors là, on va lui mesurer son taux de glycémie parce que Pompon, il est diabétique. Normalement, la glycémie, elle doit être environ de 2 grammes maximum. Je vais prendre une goutte de sang à l'oreille. Donc on prend la petite veine, on va piquer dedans. On m'en fait encore un petit peu. C'est très bien, voilà. Hop, et cette goutte, on la met dans la nez. Voilà. Donc là, vous voyez, on est à 4,09. Donc on est beaucoup trop haut en glycémie. Il va falloir qu'on monte la dose d'insuline pour le coup. Toc. Pendant des années, Pompon a été nourri avec des croquettes de supermarché, riches en céréales et donc en glucides. Cela a sans doute favorisé l'apparition du diabète. Donc si vous regardez la composition des croquettes que vous m'avez amenées, en fait, donc certes, on a un petit peu de poulet au départ, mais ce que vous voyez derrière, c'est ça. Vous avez du blé, du maïs, de la farine de soja, encore du gluten de blé derrière, encore du gluten de maïs derrière, d'accord? Ça fait beaucoup trop de glucides dans une alimentation comme celle-ci. En France, 27% des chats sont obèses, 40% des chiens. On y va? Deuxième patient, un berger blanc suisse. Son organisme fait une toute autre réaction aux glucides. Alors comment il va depuis la dernière fois? Donc alors il se gratte presque plus. Oui, donc ça repousse bien à ce niveau-là. Presque plus d'irritation. Non. Par contre, derrière, encore, petite croûte. Voilà, il se gratte sous le ventre. Avec Sous sa le patte ventre arrière. encore. Ouais. Alors, oui, donc là, on voit bien. Donc, on a toute une hyperpigmentation avec une peau qui devient noire, en fait. Donc, Bob, il a en fait des soucis de dermatite. Le problème, en fait, de ces alimentations-là trop riches en glucides, c'est que on voit pas forcément les effets dès le départ. Là, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment sur un animal qui prenait déjà un peu de l'âge. Donc, on peut se douter que c'est petit à petit qu'il y a une intolérance qui s'est mise en place et qu'on n'est pas juste sur un simple phénomène d'allergie et de réaction cutanée. Ces maladies liées à l'alimentation, vous en voyez beaucoup dans votre cabinet? C'est des maladies qu'on voit de plus en plus souvent, surtout depuis l'industrialisation de l'alimentation. Dans ma pratique, ça correspond à peu près à 50-60% des maladies chroniques que je peux voir en consultation. Ces 10 dernières années, les dépenses vétérinaires ont augmenté de 70%. Mais il n'existe aucune étude indépendante établissant un lien entre l'augmentation de maladies chroniques et l'alimentation industrielle. Les mêmes préoccupations se retrouvent dans les pâtés. On y trouve un peu moins de glucides que dans les croquettes, mais les ingrédients de base sont les mêmes, sous-produits animaux et céréales, avec les mêmes conséquences. Alors, dans les rayons, est-il possible de faire le tri? Existe-t-il des aliments meilleurs que d'autres? Comment les reconnaître?
À Antibes, nous avons fait la connaissance de Vanda et de son maître Gilles, qui s'est emparé de la question à bras-le-corps. Il y a un an, ce professeur de sport décide de regarder de plus près ce qu'il donne à manger à sa chienne. Et il tombe de haut. Sans le savoir, je nourrissais très mal ma chienne depuis plus de 12 ans, quoi. Je me suis rendu compte qu'en fait, toute la nourriture qu'il peut y avoir industrielle est vraiment impropre à la consommation d'un carnivore. Alors, ma belle. Gilles se met alors en tête de classer les marques disponibles sur le marché. Il épluche les étiquettes de plus de 400 produits et leur attribue une note en fonction de la composition. Un travail titanesque qu'il diffuse en créant un groupe sur un réseau social. Les premiers mois, il y avait quelques centaines de membres. Il a fallu attendre 6 mois pour qu'il y ait 600 membres. Et puis ensuite, après, en l'espace de 3 mois, là, c'est parti en flèche et on est passé de 600 à 10 000. Et là, en l'espace de 3 mois encore, on est passé de 10 000 à plus de 20 000. C'est surprenant, quoi. Je m'y attendais pas, quoi. Là, par exemple, on a Cyril qui nous demande des conseils sur la qualité de ses croquettes. Et là, nous avons Rosalia, qui souhaiterait savoir ce que valent les croquettes qu'elle donne à son chat. Souvent, les questions sont associées avec la photographie de l'animal, ce qui est très sympa parce que ça permet de savoir pour qui on travaille, finalement. 90% des gens se rendent compte que leurs croquettes sont dans la colonne des croquettes déconseillées, ça leur parle. Mais dès qu'il le peut, Gilles sort de derrière son écran. Il a donné rendez-vous à 3 nouvelles membres du groupe et leurs chiens pour passer leurs croquettes au crible. Alors Balou, tu viens voir si tu manges des bonnes croquettes? Ça va? Bien, et vous-même? Bien. Alors? Voici Eden. Salut Eden. Salut mon ami. Alors? T'es le plus petit de la bande, hein? Mais oui, hein? En bon professeur, Gilles va leur donner un cours de lecture, car il faut parfois savoir décrypter entre les lignes. Alors Laurence, c'est les croquettes que vous donnez à votre chien? Oui, entre autres, mais oui. D'accord, donc on voit qu'il y a poulet en premier ingrédient 17%, mais ensuite après on s'aperçoit qu'il y a de la farine de maïs, de la protéine de maïs, également du maïs. Et il y a de fortes chances que le premier ingrédient de cette croquette, présenté comme au poulet, ce soit en fait le maïs qui soit l'ingrédient principal de ces croquettes. Oui, mais la viande, c'est pourtant le premier ingrédient, voilà. là. Oui, mais c'est une façon, c'est ce qu'on appelle le splitting. C'est une façon utilisée par les fabricants pour essayer de masquer le fait qu'une céréale, en l'occurrence le maïs, soit l'ingrédient principal de la croquette. Ils vont décomposer le maïs en protéines de maïs, en gluten de maïs, ou bien en déclinaisons de maïs qui font que, finalement, ça va de 40% de maïs, ça va tomber à des petits pourcentages qui vont venir se placer en deçà du premier ingrédient, poulet, qui est à 17%. Et que du coup, je vais acheter les croquettes parce que j'aurais pas vu ça. Voilà. Moi, je vois la viande au départ. Tout à fait. Et donc, en fait, c'est un un leurre. C'est un leurre. Ma chienne mange comme une poule. Oui. Et ce n'est pas la seule astuce des industriels sur les emballages. Il y a un autre encadré qu'il vaut mieux lire avec attention. Après la composition, en haut, en bas, les constituants analytiques. Ce sont les informations nutritionnelles. Une croquette est constituée de protéines, matières grasses, fibres, cendres, c'est-à-dire les minéraux, de l'eau et nos fameux glucides. Seulement voilà, sur les paquets, le taux de glucides n'est pas indiqué. Pour le trouver, Gilles dégaine son ardoise magique et une soustraction. Alors, on va peut-être calculer le pourcentage des glucides des croquettes. Allez. Mange Balou. Alors, les protéines, 26%. D'accord. Les matières grasses, elles sont à 14%. Cellulose brute, 2,5%. Alors, la cellulose brute, ce sont des fibres. D'accord. 2,5%. Les cendres. Les cendres brutes, 5,5%. Et l'humidité, je trouve pas le... Alors, quand il n'y a pas l'humidité d'indiquer, on va mettre 10% par défaut, puisque c'est l'humidité moyenne contenue dans une croquette. D'accord. Voilà, maintenant qu'on a les 5 premiers composants, on va faire la somme de tout ça moins 100, et on arrive à 42% de glucides dans ces croquettes. Donc en fait, dans mes croquettes, il y a 42% de glucides. 42% de sucre. glucides. Oui, c'est comme si finalement vous donniez à votre chien un hamburger 7 jours sur 7, 365 jours par an.
Nous qui avons des besoins de glucides, déjà, ça serait pas bon pour notre santé, mais pour lui qui a besoin de moins glucides qu'un humain, c'est une catastrophe. En fait, je suis surpris, je suis déçue et je suis en colère parce qu'effectivement, on nous vend un beau packaging en disant que notre chien va aller bien, que c'est de la bonne qualité et au final, on se rend compte que c'est une qualité qui est plus que médiocre. 42% de glucides pour des carnivores qui n'en ont pas besoin physiologiquement. Nous sommes retournés en Belgique, dans le laboratoire indépendant. Cette fois, c'est le taux de glucides que nous faisons analyser dans nos 8 croquettes. Résultat, en moyenne, plus de 40% de glucides dans nos paquets. 2 marques en contiennent même plus de 50%. À chaque fois, les glucides sont le composant numéro 1 de nos croquettes. Et pourtant, ils ne sont jamais indiqués au dos des paquets. Que pensent les marques de ces résultats? Nous avons décidé de les soumettre aux fabricants, en particulier à celui qui les représente au niveau européen. Car c'est ici, à Bruxelles, que tout se joue. Avec d'un côté les institutions européennes, leurs fonctionnaires et leurs parlementaires. Et de l'autre, cet immeuble où siège la FEDIAF, une fédération qui regroupe tous les fabricants d'aliments pour chiens et chats en Europe. Tu peux m'envoyer l'invitation pour notre réception? Yes, sure. Comme ça, j'invite la Commission européenne. Et tu me fais la liste qui a déjà répondu. Combien on sera? Pas de doute, c'est la bonne adresse. Thomas Meyer, un Allemand, est payé par les professionnels du secteur pour suivre l'évolution de la législation et défendre leur point de vue devant les fonctionnaires européens. Ils ont leurs idées, très souvent en protection des consommateurs. Et nous, on revient, mais il faut aussi voir les intérêts de l'industrie. Il faut avoir une loi proportionnelle. Et c'est ça ce qu'on fait surtout, d'expliquer à la Commission ce que vous proposez là ne peut pas marcher. Thomas Meyer est ce que l'on appelle un lobbyiste. Son bureau n'est qu'à 3 km de la Commission européenne. Ce chemin, il le fait très régulièrement pour aller dispenser la bonne parole des industriels. Voilà comment il s'y prend. Les fonctionnaires sont de grands experts dans plein de domaines, mais ils ne peuvent pas savoir tout. Donc je dois venir avec des bons arguments, des explications, parfois avec des dessins, pour dire comment ça fonctionne en pratique dans une usine. Donc si on applique cette loi, ça ne peut pas marcher dans une usine, parce qu'une usine ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, il faut expliquer. Et si on explique bien, ils comprennent. Les efforts du lobby ont fini par payer. En 2011, en plus de sa réglementation, l'Union européenne a validé ce document. C'est un guide écrit par la FEDIAF elle-même. 63 pages en anglais sur les bonnes pratiques de l'étiquetage des produits. Et bizarrement, pas un mot sur les glucides nocifs pour la santé de nos animaux. Au Parlement européen, ce poids des fabricants hérisse certains. Comme cette eurodéputée française au pas décidé. Bonjour. L'écologiste Michel Rivasi est bien connu pour sa lutte contre l'influence excessive des lobbies. Alors, si on ouvre ce guide de bonne conduite pour l'étiquetage, eh bien, vous avez ici, par exemple, ce qui doit être étiqueté. Et ici, c'est ce qui est obligatoire, vous voyez, et vous avez les protéines, les fibres, matières grasses, oil and fat, et les sels minéraux. Et il manque une ligne, là, qui est les glucides. Rien sur les glucides. Que l'industriel fasse ça. Si vous voulez, il est jugé parti, il se fait de l'argent là-dessus. Mais qu'on ait accepté que par la Commission et par les États membres, que ce guide de bonne pratique, vous voyez, soit adjoint à la réglementation européenne, je trouve ça scandaleux. Eh bien là, le consommateur n'est pas éclairé sur ses choix, puisque l'étiquetage est tellement laxiste qu'il ne sait même pas ce qu'il y a dans le produit. Il en faut plus que quelques kilomètres à pied pour nous décourager.
Alors nous sommes retournés au siège de la FEDIAF avec le guide de l'étiquetage. Dans le guide de bonne pratique de l'étiquetage, il y a 63 pages. Il n'y a pas une seule fois mentionné le mot glucides. C'est vrai que les animaux n'ont pas besoin de beaucoup de glucides, mais il y en a. Mais si vous allez analyser un produit, vous n'allez pas trouver beaucoup de glucides. On a fait des analyses. On a trouvé en moyenne 46% de glucides. On a même 2 paquets qui dépassent les 50% de glucides. Et vous trouvez que c'est pas beaucoup? Est-ce que vous avez des preuves que c'est mauvais pour la santé des animaux? Pourquoi ne pas inscrire ce taux de glucides? Est-ce que l'industrie a quelque chose à cacher? L'industrie n'a rien à cacher en termes d'ingrédients utilisés. La preuve, c'est la législation prévoit que le consommateur peut toujours téléphoner le fabricant ou le responsable pour demander qu'est-ce qui est exactement dans le produit. Vous dites que le consommateur doit appeler son fabricant de croquettes pour connaître le taux de glucides? Pour comprendre combien de nutriments sont dans le produit, il peut téléphoner le producteur. C'est pas plus simple de tout écrire sur un paquet? En amont, les industriels jouent donc des coudes pour faire adopter des textes qui leur sont les plus favorables. Mais sur le terrain, ils ont mis en place un autre type de lobbying, tout aussi efficace. En France, un chien sur 3 est un chien de race acheté en élevage, comme celui de Marcelle Blondel, dans le Cotentin. Depuis 35 ans, elle élève des labradors et des flat coat retrievers. Vous avez quelques champions. Vous avez une championne du monde ici, qui se terre, il paraît pas, mais elle est championne de la mondiale. Allez. Les éleveurs, comme Marcel, sont courtisés par les fabricants qui se livrent une guerre commerciale pour leur faire signer des contrats de partenariat. J'ai été éleveuse pâle jusqu'à temps que la maison pâle disparaisse. Après, j'ai été une dizaine d'années la maison Proplan. Et après, je suis venue chez Royal Canin parce que j'étais démarchée vu mes résultats en beauté. C'est leur business d'être présent sur les expositions, de regarder ce que l'on fait, de regarder nos résultats, le hit parade des élevages, etc. Avec 5 tonnes de croquettes par an, la facture qu'elle règle à son fournisseur est loin d'être négligeable. Suivant s'il y a des chiots ou s'il n'y a pas de chiots, ça oscille entre 450 € et 600-700. Par mois? Oui, c'est un très beau budget. Lorsqu'on nourrit avec des croquettes de qualité, c'est un budget. Là, ils mangent du starter, c'est-à-dire c'est la croquette que l'on donne pendant la période de gestation de leur mère, pendant tout l'allaitement et au début du sevrage. Et comme ils n'ont que 5 semaines et demie, je commence à apporter ce qu'on appelle le junior, ce qu'ils mangeront chez leur maître. Des croquettes, dès le plus jeune âge donc. Et sans doute aussi, une fois vendues dans leur nouvelle famille. Il y en a une en tout cas qui y veille. C'est la commerciale Royal Canin du secteur. Blouson siglé, elle passe ici tous les 3 mois. Bonjour Madame Blondel. Comment vas-tu, Ingrid? Ça va et vous? Pas mal. Vous êtes en plein dans les carnets? C'est les petits labradors là qui partent? Oui. Des chiots sur le départ. Cela signifie donc de nouveaux maîtres à fidéliser. 3 sacs de starter. Pour cela, Royal Canin, comme toutes les autres marques, a conçu un outil imparable. Donc vous vous souvenez, le coffret croissance, tout ce qu'il y a dedans pour le proposer aux... Oui, il me semble, je pour pense. le proposer aux clients? Je pense. Parce que c'est bien de l'ouvrir devant eux, parce que c'est vrai que souvent, quand ils viennent chercher le chiot, ils vont regarder le chiot, ils vont vraiment avoir envie de lui faire des papouilles, tout ça. Finalement, le coffret croissance, ils l'oublient un petit peu, donc c'est vraiment important de l'ouvrir devant eux. Et dedans, nous avons notre certificat de vente. C'est ce qu'on appelle la facture. C'est la Maison Royal Canin qui nous l'offre. Et ceci est un bon de réduction pour l'acquéreur sur son premier sac. C'est notre savoir-faire, c'est notre métier. Donc le chiot a cet aliment à l'élevage, donc il va repartir avec
de l'aliment pour 2 jours, donc ça évite à l'acquéreur aussi d'aller courir en jardinerie alors qu'il vient juste d'avoir son chiot. Et en ayant le sac, le consommateur va aussi le repérer dans le magasin, donc c'est plus facile, on leur facilite aussi la vie pour ça. Pour vendre leurs marchandises, les industriels ont donc quasiment transformé les éleveurs en VRP. Il y a 2 objectifs. L'objectif pour l'éleveur d'être sûr que le chiot ait la même alimentation pour éviter tout souci de diarrhée ou de choses comme ça. Et puis pour nous, bien sûr, le but, c'est de vendre l'aliment derrière. À vie ? Idéalement, oui. Face à ces interrogations liées à l'alimentation industrielle, certains propriétaires d'animaux ont opté pour une solution radicale. Un samedi matin, dans la banlieue de Metz, une poignée d'entre eux s'est donné rendez-vous sur un parking pour une livraison venue tout droit de Belgique, crue et congelée. Ici, il y a la dos de poulet, sachet de 2 kilos. Il y a aussi les corps de saumon, 1 kilo. Ici, j'ai aussi encore de réperlant en 2,5 kg. Okay. Ah, 8 boîtes. Okay. Tu m'as laissé une boîte décongelée? Ouais. Jezia, une étudiante en 6e année de pharmacie, est la chef de file du mouvement. Ça dernier. Alors moi j'ai arrêté les croquettes il y a 8 ans pour un de mes chiens qui était en insuffisance rénale. Et ensuite c'est devenu naturel pour tous mes chiens parce que j'en avais marre de chasser les différentes marques de croquettes. Il n'y avait aucune marque qui convenait à mes chiens. Et ça me permettait de savoir ce que je donnais précisément. Je vois ce que je donne. Ce qui n'est pas le cas d'une croquette où il y a une étiquette approximative. À la fin des années 80, c'est un vétérinaire australien qui a théorisé ce régime, le BARF. Encore ? En français, nourriture crue, biologiquement appropriée. L'idée est de nourrir nos chiens et nos chats comme des carnivores sauvages, comme le loup ou le renard. Il serait 20 000 adeptes en France. Quand je me suis lancée dans le BARF il y a 8 ans, j'étais toute seule. J'avais un seul chien et je dépensais des fortunes. Et on s'est rendu compte qu'on était plusieurs, on était des dizaines à chercher de la viande en quantité suffisante pour nourrir nos chiens uniquement à base de viande. Donc on s'est regroupés et on a trouvé des fournisseurs de zoos, de parcs animaliers qui acceptaient de nous livrer de la viande d'excellente qualité à des tarifs défiant toute concurrence. Numéro 8. De la viande sans se ruiner. 4 à 5 € le kilo, soit l'équivalent de croquettes dites haut de gamme, achetées en animalerie. Ici, j'arrive à m'en sortir sur des chiens border collie pour une trentaine d'euros par mois. Parce qu'un chien mange à peu près son poids en viande sur un mois. Il faut que ça reste abordable. Forcément, c'est un peu plus contraignant que de verser des croquettes ou d'ouvrir une boîte. Après la logistique, il faut encore se remonter les manches. Salut. Donc pour préparer une gamelle BARF, il nous faut de la viande, donc vraiment filet de poulet, ici viande de bœuf, des os charnus, un cou de canard, une cuisse de poulet. C'est un os qui est cru et complètement enveloppé de viande. Des légumes et ensuite des abats où ici on a des cœurs et des foies. Donc souvent les gens ont peur de donner des os, sauf que il faut bien garder en tête qu'on les donne crus et charnus. C'est la cuisson qui les rend véritablement durs. Un os cru, c'est élastique et ça casse très très bien. Au début, quand je recevais la viande, je touchais pas trop, etc. Les poissons, pareil. Et en fait, pas du tout. C'est génial, quoi. Au bout d'un moment, on prend l'habitude et puis ça fait plaisir aux chiens. Donc, c'est nature, donc voilà. Alors là, on va préparer d'abord le mix légumes où on met à peu près autant de légumes feuillus. Donc là, on a de la salade et des légumes qu'on appelle légumes racines, carottes, courgettes. Et puis on va mixer tout ça pour faire une purée pour que le chien assimile mieux les légumes. L'idée, c'est de reconstituer une proie. Donc soit on reconstitue avec ce ratio os, viande, abats et un petit peu de légumes pour cet apport en fibres, soit on donne carrément une proie, alors on adapte en fonction de l'animal. On peut donner du poussin, on peut donner de la caille, on peut donner de la dinde. Et on termine par
une petite cuillère d'huile de poisson pour les oméga 3. Bien. En moins de 10 minutes, la gamelle est prête et fait des heureux. C'est tout bête, mais quand on voit un chien manger comme ça et prendre du plaisir à manger, prendre le temps de croquer, d'arracher, d'avaler comme il est vraiment censé le faire dans la nature, ça fait un bien fou comparativement au temps qu'on a pu passer à inciter nos chiens à manger aux croquettes et qui nous regardent. Là, vraiment, on sent que c'est un moment vraiment de bonheur pour eux. À ce jour, aucune étude scientifique ne prouve la supériorité du régime BARF. À l'issue de notre enquête, si vous souhaitez nourrir vos animaux avec des croquettes ou des pâtés, pensez à inspecter les emballages pour vérifier la nature des viandes utilisées et la quantité de céréales incorporées. N'hésitez pas à calculer le taux de glucides ou à appeler votre fabricant pour le connaître. Certains industriels proposent désormais des gammes sans céréales. Et si vous avez le temps pour ce chien ou ce chat que vous chérissez, eh bien, cuisinez.